Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue dans le Juste Bistrot, de retour en fanfare à 16h30, 15 minutes d'avance sur l'horaire prévu pour d'évidentes raisons de coiffeur. Ça y est, là j'ai trouvé un toiletteur qui veut bien me prendre. On va gagner en aérodynamisme, on va alléger un petit peu la masse et ça va être beaucoup plus fluide dans les futurs échanges. Beaucoup de plaisir de vous retrouver en tout cas aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour une semaine un petit peu chamboulée. Normalement demain il n'y a pas de Juste Bistrot parce que si tout va bien je vais chercher la juste bagnole au garage. Donc voilà, on est sur de la raison mécanique. Et puis jeudi, c'est férié. Vendredi, je ne sais pas pourquoi hier je vous ai dit qu'il n'y avait pas de Juste Bistrot, mais en fait, il y a un Juste Bistrot vendredi. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit absolument n'importe quoi. Donc, on va se retrouver vendredi dans tous les cas. Et puis voilà, que du plaisir pour une semaine folle. Hier, vous étiez très nombreux pour l'émission spéciale Raphaël Enthoven. Et je dois vous avouer qu'il s'est passé un drame. Il s'est passé un drame. Hier, serein, enfoncé dans mon canapé, pas de grivoiserie pour l'instant. Je me dis, tiens, je vais tweeter. Je vais faire des tweets. Parce que c'est vrai que Raphaël Antoine, c'était le thème de l'émission d'hier. On a regardé son passage sur France Culture, enfin son déboîtage en règle par Barbara Stiegler. Vous inquiétez pas, le replay sortira sur YouTube, sur Juste Milieu VOD. Et il est déjà dispo sur Twitch pour les subs, bien évidemment. Donc, je me suis dit, tiens, c'est la journée. Rémi, t'es pas le dernier, on va finir en beauté. Tu vois. Et là, je me dis, bon, je vais tweeter. Donc, j'ai tweeté. Je vous le retrouve, parce que
catastrophe ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, je vous montre, tu vois. Bon, alors vous allez comprendre ce que je voulais vous dire, mais il avait fait un tweet en disant oui à ceux qui me reprochent de ne pas avoir fait mon doctorat, qui ne savent même pas que machin bidule, je sais pas quoi, sur la vidéo que je vous ai diffusée où il explique qu'il est prof, mais il n'est pas prof, mais on ne sait pas. Et je fais un tweet. Et puis moi, je vous avoue, ça m'a fait marrer parce qu'il m'en faut pas beaucoup. J'ai dit, un professeur de sport n'est pas nécessairement Zidane et vos prestations récentes de philosophe médiatique vous rapprochent plus de René que de Descartes. Moi, perso, ça me fait marrer. Perso, ça me fait marrer. Alors la tuile, c'est que, voilà. Ouais, vous êtes bloqué. Voilà. Apparemment, je sais pas si c'est René ou Zidane qui l'a pas fait rire, mais aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis bloqué. Ouais. Aïe, aïe, ouais. Là, je suis foutu, là. Je suis déçu parce que je l'aimais bien et en plus, il suivait juste mieux. Donc pour moi, il y avait j'étais bien, tu vois, c'était la médaille. Et là, apparemment, René, ça l'a pas fait rire. Alors moi, je pensais que la philosophie, c'était aussi l'art du débat. Dans ton cul, le débat. Ouais. Ouais, là, je l'ai senti hier. Du coup, j'ai regardé The Boy, j'ai dit, bon, bah, allez, check, au suivant. Au suivant, c'est parti. Donc, direction la tronche envoyée. Enfin, on va voir tout ce qu'on peut faire, mais l'accident bête. Hein. L'accident bête. Hein. Sincèrement, et là, c'est clair en plus. Hein. Vous êtes bloqué. Je veux dire, il a cliqué. Il y a l'acte. À un moment donné, il y a l'acte. Il s'est dit, tiens, je vais le bloquer. Alors qu'il doit me prendre pour un abruti, tu vois, mais ça l'a pas plu. Ça lui a pas plu. Donc, bon, alors, hier, je peux vous dire que je me suis couché chagrin. Il y a eu dodo chagrin. Comme on dit, je me suis couché chafouin, mais. Qu'importe, qu'importe parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec joie, plaisir et délicatesse. Quelques sujets à balayer. Hein. Je raccrocherai vers 18 h pour prendre la route du coiffeur. Voilà. Vous savez que le sujet cheveux est un sujet qui me plaît bien. Le poil, le sens du poil, le juste tif, par exemple. Hein. Voilà, si quelqu'un veut ouvrir un salon de coiffure, je prends 120% des bénéfices. Mais voilà, le juste poil, donc on raccrochera à 18 h. The Boys, on va en parler aussi. Vous le savez, cinéma, série, je suis une pompe à vélo, mais quand j'aime bien un truc, c'est rare déjà que je regarde une série, quand j'aime bien, que j'accroche et que je trouve ça intelligent et bien foutu, c'est chouette. Hein. Donc là, je finis avec Madame Milieu, on est comme ça à la maison. Et merde, putain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous en parler, et ceux qui l'ont pas vu, je vais m'arranger. On va essayer d'en parler tranquillement, mais c'est vraiment très très chouette, si jamais. Et voilà, donc quelques sujets aujourd'hui, et quelle surprise. Ce matin, tu vois, j'ai tranquille, travail, je regarde le téléphone. L'erreur bête, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, t'allumes le téléphone, il y a toujours une dinguerie. C'est vraiment, tu sais, c'est aller à la chasse aux os, tu vois. Merde, une girafe, oh, un éléphant. Là, tu regardes Twitter, les comptes du gouvernement, tu as des dingueries toutes les 32 minutes environ, proportionnellement. Et donc, j'allume le téléphone. Et là, je vois François Braun. Alors déjà, c'est vrai qu'il est gaulé comme un barbapapa. Tu le vois dans un média, tu dis, tiens, il va se passer quelque chose. Parce qu'il a rien à dire, mais il le dit très mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, on va partir pour 17 minutes de plaisir, les amis. Enfin, de plaisir, oui et non. C'est le début de la fin. Le discours covidiste, c'est vraiment le pire. Enfin, je dis ça sans vanne. Hein. C'est vraiment le pire des retournements de veste auxquels on pouvait s'attendre. Et ce crétin de Braun a osé. On va regarder tout ça. On va le react encore. J'ai l'impression que ça vous plaît, cette histoire de react. Donc, on va regarder tout ça. Vous allez voir, c'est saisissant. C'était ce matin, François Braun sur Sud Radio. Accrochez-vous à vos slibards parce qu'il y a de belles choses, mais on va balayer d'abord, on va ratisser large avec les sujets du moment. Alors hier, ça ne vous aura pas échappé, enfin si, ça a échappé à pas mal de monde apparemment. Ouais, il y a l'ami Mike Borowski qui a communiqué sur les audiences. Euh, c'est pas fou, hein. C'est pas foufou. Je vous mets, hein. Hier soir, seuls 6 millions de téléspectateurs ont regardé Emmanuel Macron au JT de 20 h, le TF1, lundi 15 mai. Le mois dernier, ils étaient, pour la précédente intervention, ils étaient 15,1 millions de téléspectateurs. 60% de baisse. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'inflation baisse à un endroit, c'est au moins dans l'audimat du président de la République. Ah, là, ils n'ont pas menti. Putain, 60% de réduc, on n'a pas vu ça depuis longtemps dans le monde de la biscotte. Non, non, c'est bluffant. C'est bluffant. Et c'est vrai que tout le monde n'en avait rien à foutre. Ah, ouais, je discutais avec ma voisine hier, elle dit non, mais laisse tomber, faut que j'épluche des pois chiches.
J'ai dit, mais Nathalie, tu peux le faire avec la peau, ton houmous, on s'en fout. Elle m'a dit, non, non, hein, je passe sous un tunnel. J'ai dit, mais Nathalie, je suis devant ta porte, je te vois, hein, Nat. Je l'appelle Nat, parce qu'on a une certaine proximité, eu égard à quelques histoires par le passé. Et elle m'a dit, non, non, pois chiche. Elle a préféré un pois chiche à Emmanuel Macron. Ce qui, en termes, effectivement, de sophistique, se tient. Hein. Je veux dire, j'attends l'octogone, comme on dit. Et c'est pas certain qu'Emmanuel Macron l'emporte face au pois chiche. Hein. Et ce que je vous dis là n'a rien à voir avec François Braun. Hein, quand je parle, bien sûr, hein, pas d'attaque sur le physique, bien que la ressemblance soit. Voilà. Donc, non, hier, effectivement, je vous avoue, je me suis fait violent, je l'ai regardé. Je suis en train de faire des paplards à la maison. Ça n'a rien à foutre, mais je fais des paplards. Et je vous mets une séquence. Allez, on se fait violence. Hein, c'est une émission d'actualité ici. C'est pas Télématin. Donc, on se met une séquence. On se met une petite séquence. Et puis vous vous démerdez. Hein. Moi, je vous la montre. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Je peux pas tout faire non plus. Au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Je suis comme vous. Hein. J'ai une bonne vision. Je constate. Hein, qu'au bout d'un moment, on fait comme ça, quoi. Hein. On fait comme ça. Voilà, libre à chacun d'avoir son avis. Allez. On va s'arrêter là parce qu'on va perdre du monde. On est sur une bonne moyenne en ce moment sur Twitch, donc ce serait con de perdre des gens sur suicide ou vomi interne, enfin des trucs pas jolis, jolis. Voilà. J'ai toujours dit la vérité d'Emmanuel Macron. Bon, terminé. Hein. Comme d'habitude, hein, il y a des personnages qui ne sont pas faits pour des déclarations. On n'a jamais entendu Sœur Emmanuel déclarer dans Playboy j'ai sucé un max de tub. C'est vulgaire. Je sais que c'est vulgaire et provoquant. Mais pour vous illustrer la chose, que il y a des gens, il y a des phrases et ça ne va pas avec. C'est pas possible. Et Emmanuel Macron qui dit j'ai toujours dit la vérité. C'est chaud. C'est chaud. Tu sais, il y a Coco Frigo 569. Alors, je lis le chat, hein, c'est pas, ça vient pas de moi, mais qui dit pin d'huître. Et là, je récuse. Je récuse parce que con à voir les huîtres. Je suis désolé. Une huître, c'est bon. J'ai pas goûté après Emmanuel Macron, mais quand on voit la gueule de ceux qui l'ont goûté, ça a l'air amer. Donc, merci d'ailleurs, sans aucune transition, merci à DJ Nance qui vient de sub. Je vais avoir un petit nouveau, merci beaucoup, bienvenue. Merci également, j'ai vu passer, c'est la politesse avant tout. Oh, on est où là? On est où? Merde. Hervé Ro également qui a sub, des nouveaux subs, merci beaucoup les amis. Et l'unique koala, fidèle parmi les fidèles, 10e mois, merci beaucoup. Donc voilà, on va aller un petit peu. Donc Emmanuel Macron hier sur TF1, c'était un bide énorme. Après, bon, au bout d'un moment, et on le voit même hein, dans les réactions médiatiques, bon, fermer la parenthèse là-dessus, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que même les déclarations médiatiques euh, sont en train petit à petit de réduire l'importance de la parole présidentielle. C'est-à-dire qu'avant, bon, bah, et à juste titre, la parole présidentielle avait un poids énorme. Merci à Pomtouk qui vient de sub, c'est le 8e mois. Voilà, le président parle, il y a vraiment des analyses sérieuses, chaque phrase est décortiquée. Avec Emmanuel Macron, je trouve qu'il y a un côté, tu sais, l'adolescent au bout de la table, on le sait, il est en pleine crise, il a un pull évanescence et un boulon dans l'oreille, tu vois. Et tu sais, dès qu'il intervient à table, il dit n'importe quoi. Toi, t'es au fromage, et l'autre, il est gars, ouais, enculé de boomer, vous niquez la planète. Puis tu vois, tout le monde le regarde, oui, oui, c'est ça, ouais. Allez, voilà, les cheveux bleus, bleus, super. Donc, je trouve, mais blague à part, qu'il y a vraiment ça du côté des réactions médiatiques, pardon. C'est-à-dire qu'ils commentent l'absence de commentaires potentiels, enfin, l'absence de commentaires à faire. C'est qu'ils sont là en disant, ouais, bon, Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron. Alors, certains jouent le jeu, mais aujourd'hui, sorti de Sarah Salman, Aurore Berger, et c'est-à-dire plein de gens que vous pouvez mettre ensemble et on n'arrive pas à un QI moyen d'une seule personne, bah en fait, les journalistes ne jouent même plus le jeu. Après, c'est vraiment mon impression. Hein. Je ne sais pas ce que vous en sentez, ce que vous en pensez, pardon. Mais il y a quelque chose de très curieux où la parole présidentielle est une actu comme les autres, quoi. Genre un chat écrasé en Val-de-Marne, Emmanuel Macron a parlé. Les gens le regardent, oui, oui, c'est bien. Oui, le mépris. Non, oui, t'as toujours dit la vérité, c'est bien.
Voilà, enlève ta montre, remets ta montre. Oui, on s'en fout. Voilà, on va faire les casseroles, hein, on va faire les casseroles. Donc, c'est assez bluffant, mais vraiment, je dis ça sans blague, hein, très sérieusement. Je trouve qu'il y a un phénomène extrêmement intéressant sur ça, mais à juste titre. Parce que quand on voit quand même l'évolution du gouvernement Macron, et ça continue aujourd'hui. Alors, tiens, je vais m'en faire un. Je vais peut-être surprendre mon petit monde, hein. J'ai encore deux actualités à parler avec vous, à discuter avec vous. Et après, on va faire l'épisode François Braun, hein. Je lis un petit peu le chat. Il y a Midnight Cat qui, je suis d'accord avec toi, même les médias mainstream ont dit que c'était du vent et qu'ils n'avaient rien compris. Franck 26800, comment fait-il pour se regarder dans la glace le matin? Ah oui, la glace s'est barrée, ça c'est marrant. C'est ce mal, il s'est cramé tout seul. Grumwick, n'est-ce pas un problème de statut social général de ces gens-là? Effectivement. 20K91, mais c'est pire qu'un influenceur, il est là non-stop. Le rythme de la parole aujourd'hui, c'est dans l'opinion, hein, ce matin, si jamais faisait un article un petit peu là-dessus, sur la nouvelle stratégie de communication d'Emmanuel Macron. L'opinion, un journaliste parle de tapis de bombe, c'est-à-dire qu'il multiplie les apparitions médiatiques, mais pour ne rien dire. C'est-à-dire, même quand Emmanuel Macron se félicite, je crois que c'est des 13 milliards d'investissements annoncés, donc promis, hein, c'est comme les dons au Téléthon, hein. On célèbre un chiffre fictif. Donc là, c'est pareil. Hier, le fameux sommet Choose France, là, il y a des gens qui ont annoncé, parmi les 200 plus grosses entreprises de ce monde, donc des gestionnaires, des dirigeants et tout qui étaient là, qui ont annoncé 13 milliards, mais pour l'instant, ça ne se matérialise pas. Et pareil, on a 13 milliards d'euros d'investissement et 8000 postes potentiels, enfin, qui seraient à pourvoir à la suite de ces investissements. C'est pas grand-chose. C'est bien, mais c'est pas grand-chose. Donc, ils arrivent vraiment en plus à se masturber sur un catalogue Ikea. C'est qu'il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Donc, c'est assez sidérant, en fait, de voir tout ça. Et on continue. Et on continue parce que... Allez, ça commence à me saouler, ça. C'est l'instant grognon. C'est l'instant grognon cadeau sur cette affaire Marianne, le fonds Marianne. Alors, on en reparle et je vous avoue que je dubite. Je dubite, vous le savez, c'est le genre de la maison dubitationnisme, bien évidemment. Marlène Schiappa, donc on a appris aujourd'hui une nouvelle révélation, hein, autour du fonds Marianne. On apprend quelque chose d'assez énorme. Donc aujourd'hui s'ouvre, hein, là je vous lis quelques tweets qui ont parlé de ça. Aujourd'hui s'ouvre la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne, l'occasion de comprendre comment l'association co-dirigée par Mohamed Sifaoui s'est vue octroyer une subvention de 355 000 euros sur la base d'un projet de 7 phrases. Là, on a Mediapart qui révèle que dans les appels à projets, les associations pardon, qui ont envoyé leur candidature dans le cadre du fonds Marianne, on en a une par exemple qui a reçu la plus grosse dotation du fonds, 350 000 balles. Et tout ça repose sur un document Word d'une page comprenant 7 phrases. Donc c'est 7 articles de Mediapart. Merci à Marie de l'avoir partagé, bien sûr. L'équipe, justement, ça charbonne, je vous le dis. Les piètres candidatures du fonds Marianne de Marlène Schiappa à la veille du lancement de la commission d'enquête sénatoriale. Voilà. Donc on a cet élément-là. Donc on continue d'en apprendre encore et encore sur cette affaire. On a une dame que je salue, hein, qui était chez André Berkoff. Vous avez peut-être vu ce passage. Vous avez peut-être vu donc, la journaliste citoyenne Amélie Ismaili. Vous avez peut-être vu cela. Je vous mets un petit extrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un appel assez global avec des termes assez flous. Il y avait déjà le terme complotisme dedans. Lutter contre le complotisme et contre les discours séparatistes pour la cible des 12-25 ans pour faire ce qu'on appelle de l'éducation citoyenne. Donc ça a permis de donner un budget, des subventions à ce type d'organisation. Et la deuxième organisation qui a été épinglée par la presse, c'est Reconstruire le commun. Et Reconstruire le commun, ça a été une association... Le commun, c'est au deuxième U. Voilà, vous avez peut-être vu, je vous renvoie, hein, vers la chaîne bien sûr de Sud Radio où Amélie Ismaili était là et je la salue et un immense bravo pour son boulot, bien évidemment, un grand bravo. En plus, elle a parlé de juste milieu sur ligne droite. Ah, j'ai été content, elle a cité l'ami Tabibian et juste milieu, j'étais content comme tout. Mais indépendamment de ça, et au-delà, disons que ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec ce super boulot qui est fait, ces révélations qui sont faites par Mediapart aujourd'hui, puis par Marianne, le journal au départ. Donc, bien évidemment, c'est à distinguer, bien sûr. Si jamais certains, hein, ont ici une grille de lecture à la Rudi Reichstadt, comme on dit, c'est pas voir les nuances, pas voir les premiers degrés, second degré. Je sais qu'il n'y en a pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Disons que... oui, cette affaire Marianne, ok, les révélations sont nécessaires. Oui, on apprend que
Ce fonds, l'argent a été mal utilisé, en tout cas pas dans les buts promis au départ. On apprend que des fact-checkers, entre autres, ont reçu du pognon pour faire, c'est-à-dire leur boulot de fact-checker, c'est-à-dire globalement enculer des mouches. On apprend que des associations avec des appels à projets bidons ont pris des énormes sommes. Et au risque de secouer un petit peu la galerie, hein, et c'est pas pour le plaisir du choc, mais euh, et alors? Et alors, dans la mesure où, et je le redis parce que c'est très important, ce travail de révélation est absolument nécessaire, mais attention non plus à ne pas se donner l'impression de découvrir la roue. Euh, la question, c'est combien il y a d'autres fonds Marianne. Alors, c'est la première étape, hein, cette histoire de fonds Marianne, et toutes ces révélations sont plus que nécessaires. Un immense bravo à tout le boulot qui a été fait. En revanche, maintenant, je pense sincèrement, et je dis ça dans tout le confort de ma chaise, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas journaliste d'investigation, il y a tellement de sujets à traiter, on est d'accord. Mais je crois que toute l'énergie doit désormais être mise dans le fait de continuer à creuser, dans la continuité de cette affaire-là, mais pas exclusivement autour du fonds Marianne. Le fonds Marianne est, si vous voulez, la matérialisation de doutes qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc, les fact-checkers, ces mousquetaires de la vérité qu'on a désignés, je veux dire, c'est comme les experts de plateau, c'était tout le temps les mêmes. Pourquoi on ne parle que de Rudi Reichstadt, Julien Pain et compagnie? Pourquoi ces gens-là ont été désignés? Au vu de la qualité de leur travail, c'est quand même à la possibilité, hein, du moindre kidam venu qui a un peu d'intérêt sur les journaux, un peu d'intérêt sur l'actualité, pardon, et qui aime vérifier ce qu'il dit avant de parler. Donc, je peine à croire sérieusement que ces gens-là soient au-dessus de la mêlée. Et je ne les critique pas, je ne dis pas qu'ils sont en dessous, mais je dis juste que je ne vois pas leur mérite supplémentaire par rapport à d'autres collègues journalistes à eux. Donc, ce fonds Marianne matérialise ses doutes, matérialise ses craintes. Ok, ils ont reçu du pognon. Ok, Conspiracy Watch, qui est une sorte d'officine toute pourrie, alors qui est tout à fait sympathique, mais qui est une association de quartier, quoi, je veux dire, qui normalement ne devrait pas avoir pignon sur rue, sinon parce que le service public l'a décidé. Mohamed Sifawi, c'est pareil, 350 000 balles sur un appel à projet bidon. Ok, mais c'est pas une découverte que des associations en bois menées par des gens qu'on retrouve déjà dans les médias et compagnie. C'est pas une découverte que ces gens-là se font rincer de pognon public sans branler grand-chose. En tout cas, voilà, je veux pas savoir s'il doit y avoir des choses. Enfin bref, vous avez compris. Mais attention, je trouve qu'il y a un petit glissement qui est en train de s'opérer, c'est qu'on focalise l'affaire Marianne comme s'il n'avait que ça. C'est comme dans un match de rugby ou de handball ou de foot. L'arbitre doit évaluer le niveau de ses sanctions en fonction de toutes les fautes qui ont été commises. Vous ne pouvez pas prendre une faute sortie du contexte du match, et mettre un rouge parce qu'elle est violente. Si les deux équipes se renvoient coup pour coup depuis le début, l'arbitre va avoir tendance à minimiser, on va dire à harmoniser son niveau d'exigence et de rigueur sur les sanctions. Donc là, c'est un petit peu pareil. Loin de moi l'idée de parler d'écran de fumée ou je sais pas quoi, parce que ce serait un procès débile de ma part de dire que les journalistes, les gens qui font le boulot pour révéler ces affaires-là, entretiennent un écran de fumée. Je serais un abruti de dire ça, donc je ne le dis pas. Mais par contre, attention, quoi. Bien évidemment qu'il n'y a pas que le fonds Marianne. Questionnons-nous. Quels sont les autres fonds reçus par Conspiracy Watch? Et je les vise eux parce qu'ils m'ont visé moi, donc hein, c'est ce qu'on appelle un match retour. Mais quels sont les fonds perçus par Conspiracy Watch? Quel est le travail qui a été promis? Quel est le travail réalisé? Ce Tristan Mendes France, qui a bossé avec Rudi Reichstadt, comme Libération l'avait révélé lors de la publication du portrait de Rudi Reichstadt, lui aussi a fait une mission avec Conspiracy Watch en touchant ces fameux 60-65 000 euros, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut savoir aussi d'où il sort? Comment il est financé? Quel est le boulot de ce mec? Quelle est sa légitimité? Et puis, tirer le fil en fait, des autres associations. Qui est ce Mohamed Sifawi? Quels sont les liens directs avec Marlène Schiappa, qui, rappelons-le, avait dit j'attaquerai en justice tous les gens qui sous-entendent que, et ben j'espère que son avocate elle aime pas trop dormir parce qu'elle risque d'avoir de la route. Euh, Attention, le fonds Marianne à mon avis est l'arbre qui cache la forêt, et attention à ne pas focaliser l'attention de tout le monde là-dessus. Combien il y a d'autres fonds Marianne? Je suis prudent là-dessus parce que soyons clairs, Marlène Schiappa, si elle avait dû être dégagée du gouvernement, c'est pas seulement avec cette affaire-là. Je veux dire, ces gens-là se tiennent. C'est comme les Mikado. Le premier qui bouge, tout l'édifice s'écroule.
Donc, moi, si vous voulez, pareil, focaliser ça sur Marlène Schiappa. Son incompétence, c'est comme mon bide. On l'a pas découvert avant-hier, si tu veux. Et il n'est pas sorti de là avant-hier. Donc, soyons quand même prudents, quoi. Soyons quand même prudents. Ne focalisons pas l'attention sur tout ça. C'est très important ce qui vient de se passer, mais prudence, méfiance, parce qu'il y a sûrement d'autres choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites dans le chat ce que vous en pensez, les copains. Est-ce que vous trouvez que c'est important quand même qu'on parle d'abord de ça? Dites, c'est que mon avis. On est là pour discuter ensemble. Au bout d'un moment, ça va. Moi, je vous ma gueule, mais je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise non plus. Faut quand même se le rappeler. Donc, vous avez la confiance. Et je vous remercie. Mais attention. Voilà, il y a 31. Guy Dur 31 qui dit ce n'est qu'un maillon d'une chaîne tellement énorme. Attention, qu'on est d'accord. Trac, un sujet important. Dolphy Lalimas, l'enquête c'est bien, mais la justice ne suit pas. Shiraz 3005, Macron se complaît au limier de médiocre. Comme ça, personne ne lui fait d'ombre et il passe pour quelqu'un de brillant, effectivement. Gardons l'œil ouvert, oui, pour tout Fitoun. Il n'y a qu'à voir le CICE. Alors oui, ça aussi, effectivement, belle affaire. Ouais. Je crois qu'on est, j'ai l'impression qu'on est globalement d'accord. Alors, on va continuer avec un autre sujet que je voulais traiter avec vous. Et après, on va sur notre barbapapa de la picouse, François Braun. Parce que pareil, j'imagine que vous avez entendu parler de ça. Le petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens, agressé à Amiens ce lundi après l'interview présidentielle. 8 personnes ont été interpellées après que Jean-Baptiste Trogneux a été reconnu, pris à partie et frappé par un groupe qui participait à une casserolade. Alors, c'est reparti pour un tour, cette belle impression de revenir au temps des Gilets jaunes où un fait isolé vient déboîter, enfin tenter de déboîter, nos médias tentent de déboîter tout un mouvement. Alors on va se lire l'article du Parisien parce que c'est quand même la vérité. Ce n'est pas la première fois que sa famille est visée. 8 personnes ont été interpellées lundi soir à Amiens après une agression contre Jean-Baptiste Trogneux, un petit-neveu de Brigitte Macron, et l'un des responsables de la chocolaterie Trogneux ont rapporté une source policière et son père. Ce mardi après-midi, Brigitte Macron a dénoncé la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. Je suis en solidarité totale avec ma famille. Bonne nouvelle. A-t-elle affirmé dans cette déclaration transmise à l'AFP. J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire, a ajouté l'épouse du président de la République. Les personnes interpellées, 6 hommes et 2 femmes, étaient toujours en garde à vue ce mardi matin, a précisé la source policière. Parmi eux, 7 sont majeurs et un mineur, a précisé un proche du dossier au Parisien. Selon Jean-Alexandre Trogneux, son fils, âgé de 30 ans, a été reconnu et pris à partie par un groupe qui participait à une casserolade contre la réforme des retraites dans le centre-ville d'Amiens à l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron au journal de 20h de TF1 lundi soir. Une quinzaine d'individus a jeté des poubelles sur la devanture du magasin, a détaillé une source policière précisant qu'il n'y avait pas de dégradation. Je suis effaré. Les agresseurs ont frappé Jean-Baptiste Trogneux à la tête, aux bras et aux jambes en injuriant le président, son épouse et notre famille. Avant de prendre la fuite, quand 3 voisins sont intervenus, a décrit le père de la victime à l'AFP. Il a reçu des coups de poing, des coups de pied, il s'est mis en boule pour se protéger, mais il a des blessures à la tête, au visage, au genou et à un doigt, a confié le père de la victime à nos confrères du Courrier Picard. Jean-Baptiste Trogneux était ce mardi matin en observation dans l'attente d'un scanner, a précisé Jean-Alexandre Trogneux. Avec cette agression, on a dépassé les bornes, je suis effaré, a-t-il commenté. Il a déploré qu'en dépit de l'absence de tout lien financier entre la chocolaterie Trogneux et le couple présidentiel, les établissements de cette marque dans les Hauts-de-France soient régulièrement visés en marge de manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État. Alors, bien évidemment, c'est pas bien d'agresser quelqu'un, quel qu'il soit. Alors, petit trait d'union ou pas, parce que je pense que Rudi Reichstadt me dirait ça n'a rien à voir, affreux pro-Poutine. Donc voilà. Mais quand il s'agissait, rappelez-vous, de cette histoire-là, c'est sur la forme, vous allez me voir venir, mais je trouve ça toujours intéressant en fait. Quand il s'agissait de cette histoire-là, de la nièce de Gérald Darmanin, placée en garde à vue pour avoir consulté illégalement des fichiers de police, là on nous avait dit non, ça n'a rien à voir. Voilà, les membres de la famille n'ont rien à voir avec, les autres membres de leur famille qui seraient au pouvoir. Il faut faire attention. Ils avaient dit non, c'est pas pareil. Il ne faut surtout pas instrumentaliser la famille des gens. Donc là oui. Là oui. C'est le petit-neveu. Donc, alors attends, je ne suis pas un foufou en histoire de famille, mais petit-neveu, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le fils de son frère ou le fils de son beau-frère. Quelqu'un peut me préciser ça parce que j'ai aucune idée. Je suis nul en généalogie.
Est-ce que dans le chat, quelqu'un peut m'expliquer, petit-neveu, on est où là, dans les 7 familles? Est-ce qu'il a une moustache? Je parlais pas de Brigitte Macron, naturellement. Est-ce qu'on peut me dire, allô Houston, est-ce que des gens sont renseignés sur tout ça? Ou est-ce que vous êtes des pompes à vélo comme moi? Le fils du frère ou de la sœur? Ouais, mais c'est pourquoi petit-neveu? C'est juste parce qu'il est plus jeune? Fils du neveu, fils de sa nièce. Le fils de sa nièce ou de son neveu. Ah ouais, on est loin en fait. Le fils de son frère. Encore eût-il fallu qu'elle ait un frère. Parce que lui, on n'a pas de nouvelles. Mais ok, d'accord. Le fils du neveu. On est loin quand même, hein. Ce qui ne justifie rien. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention. Mais donc, ok, donc merci à vous pour le chat. On est sur le fils du neveu ou de la nièce de Brigitte Macron. Oui, alors c'est mignon comme tout, mais hein. Moi aussi, hein, mon petit-neveu par alliance de ma tante Germaine, c'est Barack Obama. Hein, donc attention quand même. Bon, bref, juste pour avoir une idée. Merci à vous pour la précision. Donc, tu vois, quand tu as la nièce de Gérald Darmanin, ça n'a rien à voir. La petit-neveu, on te dit, c'est un drame absolu. Donc, bien évidemment, je ne justifie pas, je le répète, c'est très important, cette agression. Toute agression contre tout citoyen français est un scandale et doit être jugé, durement jugé par la justice. Ça, on est d'accord. Donc, ceci dit, je ne vois pas en quoi il y aurait une gravité supérieure. Hein. Les citoyens sont libres et égaux devant la loi. Ensuite, on peut comprendre la charge symbolique. C'est ce qu'on disait hier avec le débat Antoven-Stiegler. Effectivement, le fait que ce soit le petit-neveu de Brigitte Macron, il y a une charge symbolique. Là, on s'attaque à quelqu'un eu égard des liens supposés qu'il y a avec le pouvoir, enfin avec la tête du pouvoir, donc Emmanuel Macron, donc Brigitte Macron, enfin, Brigitte Macron, donc Emmanuel Macron, d'accord? Ce serait crétin de le nier. Cependant, une fois de plus, et c'est là où les médias peuvent se comporter, en l'occurrence c'est le cas, certains médias se comportent comme des chiens de la casse, c'est-à-dire que là, on va nous expliquer, les gens qui font des casserolades veulent buter Macron, dans un raccourci profondément débile, hein, naturellement, mais on est parti pour 2 semaines. Là, je vous le dis tout de suite, on est parti pour 2 semaines. Bien évidemment, on n'a personne pour venir vous expliquer ce que je viens de vous dire, et parce qu'on dit, ouais, c'est l'alternative, hein, il lutte contre Macron et tout ça. Regardez Julien Audoul du Rassemblement national, ce qu'il vient de nous dire. Il faut rappeler qu'en démocratie, dans notre République française, la violence n'a pas sa place. La violence est intolérable et toute violence doit être condamnée fermement. Et j'adresse un message de soutien à M. Trogneux ainsi qu'à l'ensemble de la famille de Mme Macron. Encore une fois, le combat en démocratie, c'est un combat électoral. C'est un combat d'idées, d'opinions, de convictions. On ne doit jamais s'en prendre physiquement, que ce soit aux élus ou que ce soit évidemment aux familles. Mais on voit bien qu'il y a une perte de contrôle totale, qu'il y a une perte de valeur, que la violence remplace le débat public, qu'elle tente d'ailleurs de le gangréner à tous les niveaux et qu'il n'y a pas de réponse pénale, il n'y a pas de réponse dissuasive de l'État. Voilà, et le mec déboule sur son truc, en fait, la justice fait pas son boulot. Donc, énorme pompe à vélo, Julien Audoul aussi. C'est-à-dire qu'il vient jouer son jeu tout pourri de l'opposition, de « Ah mon Dieu, c'est pas bien, la violence, c'est pas bien », et qui est tout à coup beaucoup plus silencieux lorsqu'il s'agit de pointer du doigt les violences faites aux citoyens lambda, et combien sont venus manifester, se sont fait gazer et ou latter la gueule, alors qu'ils venaient juste manifester, juste avec une casserole pour dire on en a quand même un petit peu marre. Et on a dit, ouais, mais c'est des black blocs. En fait, vous inquiétez pas, les policiers, ils savent précisément où ils tapent, c'est black blocs, tu vois. Donc, au bout d'un moment, qu'on arrête de venir me dire, ouais, mais Rassemblement National, tu comprends, ils sont anti-Macron, machin, bidule. Énorme pompe à vélo, et ça se voit dans ce genre de séquence où bah, c'est plus grave. Voilà, c'est plus grave. Brigitte Macron n'a pas eu de mots vis-à-vis des gens qui ont été émasculés, vis-à-vis des gens qui ont eu des jours d'invalidité suite à des manifestations. Je parle bien sûr des gens qui n'allaient pas au contact, qui n'allaient pas opposer une violence à la violence. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et ils vont refaire comme avec les Gilets jaunes. Je vous l'ai dit. On peut comprendre la charge symbolique des faits. On peut bien sûr condamner toute violence faite face à tout citoyen. Mais là, on est reparti pour 2 semaines avec des techniques de décrédibilisation bidons. Mais complètement bidons.
Ils vont nous dire, les casserolades, vous comprenez, en fait, c'est le fascisme qui veut buter Macron. Euh, en fait, non. En fait, ça n'a rien à voir. Là, il y a 8 individus qui s'en ont pris à un individu, en l'occurrence parce qu'il pensait qu'il était extrêmement proche de Brigitte Macron. Petit-neveu, rappelons-le quand même. Donc, faut arrêter les conneries. Parce que dans ce cas-là, ça va trop loin. Voilà, non, mais ça m'énerve. En fait, ça me rend fou parce que ce sont les mêmes techniques et des gens de qui on pourrait espérer un contrepoids, de remettre un petit peu de réflexion dans le débat en disant attention, ce qui s'est passé est tout à fait condamnable, mais il faut entendre la grogne des Français et ne surtout pas tenter de la décrédibiliser avec cet événement isolé. Bubule, Julien Audoul, entre 2 séances de muscu, il vient vous dire ça. Ben, c'est con qui muscle pas les neurones, tu vois. C'est fort fâcheux. Donc, ça va quoi. Ça y est, je suis énervé. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que, pour rien à voir avec le fait que je suis coiffeur à 18h30, mais François Braun, sans transition. Sans transition, François Braun, qui était sur Sud Radio ce matin, les amis, vous l'avez peut-être vu passer cette histoire. On y est. On y est. Tout ce que l'on pouvait redouter hein, suite au Covid-19, des affaires terribles qui ne sont toujours pas réglées. Rappelons encore que qu'une commission d'enquête a lieu au niveau de l'Union européenne concernant les SMS d'Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, les a gentiment invités à aller se faire cuire le cul plutôt qu'à aller les voir. Rien n'est réglé, les enquêtes sont en cours, les effets secondaires dans 10 ans, on les découvrira dans 10 ans, mais François Braun est venu faire preuve d'une lâcheté sans nom, comme on pouvait s'y attendre. Donc voilà, on y est les amis, on l'avait évoqué tout ça, c'est-à-dire cette facilité avec laquelle ces salauds, et je pense qu'on peut le dire, ces salauds qui étaient en première ligne au moment de l'application des mesures de dictature sanitaire, ça aussi on peut le dire désormais, on peut le défendre, on peut discuter, en déplaise à Primum dans nos serrés, espérons pour lui d'ailleurs qu'il se soit calmé depuis, on y est, tout le pire qu'on pouvait redouter arrive, et on va commencer tout de suite avec cette vidéo. C'est François Braun qui était ce matin, donc ce 16 mai 2023, sur Sud Radio, 17 minutes d'interview avec énormément de dingueries, vous allez voir, on va tout décrypter, on va tout regarder ensemble, asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil parce que là, ça va chier des bulles carrées. Abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Bonjour François Braun. Bonjour. Plusieurs questions, la une ce matin. La pénurie de médicaments. Où en est-on de la relocalisation d'ailleurs de la production? Qu'est-ce que veut dire aussi l'accès direct des médicaments innovants? C'est ce qu'on va voir. Nous reviendrons aussi sur la réintégration des soignants non vaccinés, sur les réponses au manque de médecins ou de personnel. Commençons donc, si vous le voulez bien, par les annonces autour de la réindustrialisation, là, d'une façon générale par Emmanuel Macron, dans le secteur de la santé, où les pénuries sont apparues au grand jour ces derniers temps. On pense au Doliprane. Hier, et même ces derniers jours, une commission sénatoriale pointe une pénurie sur 3000 médicaments. Est-ce exact? Alors, il faut faire bien préciser de quoi l'on parle. Hein. Ouais. Il y a quand on parle de pénurie, on a l'impression qu'on n'a plus du tout de ce médicament. C'est pas le cas. Je préfère parler de tension dans les stocks. En fait, nous avons des stocks de médicaments en fonction des médicaments. Déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Parce que François Braun découvre la définition de pénurie. Donc déjà, on n'est pas sorti du sable. Il te dit, attendez, quand on entend pénurie, on a l'impression qu'on manque de tout. Ben non, mon pauvre ami, parce que quand on entend pénurie, on entend pénurie. Hein, ce qui veut dire, d'après le dictionnaire, alors qu'il y a peut-être une officine fasciste anti-vax, naturellement, pénurie, du latin pénuria, manque de ce qui est nécessaire, insuffisance. Voilà, insuffisance, pénurie de vivres, pénurie de moyens financiers. Donc, en tourloupe, on est à 1 minute 08 et on a de l'huile essentielle d'enculerie sanitaire à laquelle on a eu droit pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire des jeux sur les mots, tu sais, parce que tu as le dictionnaire Larousse et tu as le dictionnaire McKinsey. Alors l'avantage, c'est que tu en as un des deux qui coûte 20 000 balles la page, je vous laisse deviner. Larousse, hein, alerte Rudi Reichstadt, c'est pas du premier degré, hein, Larousse, c'est un dictionnaire, c'est pas une femme qu'on feuilletterait, parce que sinon, bien sûr, c'est une agression sexuelle, on s'est interdit, hein, si jamais alerte premier degré. Donc c'est bluffant, voilà. 1 minute 08, une enculerie verbale, celle-ci, avec, voilà, le mec te dit, non, mais j'aime pas le mot pénurie. Mais en fait, frérot, le mot pénurie, c'est pas toi qui choisis, en fait. C'est ce qu'il veut dire.
Et quand tu dis, ouais, mais j'appelle ça des tensions. En fait, non, pas du tout. Ceux qui sont tendus, ce sont les gens qui sont en train de t'écouter. Parce qu'à tout moment, ils peuvent manger une radio ou leur smartphone quand ils regardent. Et là, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas gastro-entérologue, mais je pense que c'est pas bon un iPhone 3 dans la trachée. Évidemment, ce sont des stocks que nous demandons déjà aux industriels depuis 2019, de 1 mois à 3 mois. Et nous avons une agence, l'Agence de sécurité du médicament, qui surveille cela de très très près. Et dès qu'il y a un risque de diminution de ces stocks, les entreprises nous informent, l'Agence de sécurité du médicament fait son travail. Donc nous avons multiplié de façon très importante les alertes. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous manquons de tous ces médicaments. Mais il y a quand même... Alors, je vais être un peu chiant, mais on va vraiment tout décortiquer et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce monsieur va avoir des déclarations d'une facilité incroyable, alors que peut-être qu'un jour, sa place sera en prison. Donc, on va vraiment tout décortiquer. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, hein, on va se faire plaisir aujourd'hui parce que c'est vraiment un concentré, blague à part, c'est un concentré de ce discours technocratique qui a mis la France dans un état de dictature sanitaire. Je dis bien dictature sanitaire, ça va avec sanitaire, parce que c'est vraiment un État qu'on avait rarement vu jusqu'à présent. Je ne parle pas de dictature simplement, je ne parle pas d'État sanitaire simplement. On a quand même quelque chose de génial. On se le remet, parce que ça va être beaucoup de plaisir, hein, je vous préviens. De diminution de ces stocks, les entreprises nous informent, l'Agence de sécurité du médicament fait son travail, donc nous avons multiplié de façon très importante les alertes. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous manquons de tous ces médicaments. Mais il y a des alertes parce que les stocks s'amenuisent, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on manque de ces médicaments. Voilà. C'est-à-dire qu'une alerte au feu, c'est pas que ça brûle, c'est que tu as noté une augmentation de la température forestière. Ça n'a rien... Non, mais parce que les gens ont tendance, bêtement, parce que les gens sont des abrutis, non, je méprise pas, hein, je récuse. Les gens ont tendance à penser que, voilà, quand on parle d'incendie, non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, il y a des alertes, mais c'est pour vérifier si le téléphone fonctionne bien. Ça n'a rien à voir. Non, mais voilà, parce que faut être quand même prudent, hein, sur l'utilisation des mots. Une tension sur 3000 médicaments, alors comme c'est dit par la commission sénatoriale. Il y a une tension sur effectivement beaucoup de médicaments. Alors c'est une tension qui n'est pas que française, malheureusement, parce qu'on pourrait dire on va trouver ailleurs. J'étais il y a 10 jours avec mes collègues européens justement sur ce sujet de pénurie de médicaments, parce que s'il y a des solutions en France, et nous en avons mis en œuvre, il y a aussi des solutions qui doivent passer par l'Europe, bien sûr. Donc, une fois de plus, vraiment, quand je vous dis que tout ça symbolise ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est que là, on est en plein dedans. Le pauvre François Braun, qui je pense n'est pas la moitié d'un con, qu'on est bien d'accord, j'attaque sa fonction de ministre. Hein, je le critique en tant que ministre de la Santé. C'est peut-être un bonhomme, il n'y a pas de problème, mais là, pour le coup, bon, c'est une pompe à vélo, en tant que ministre de la Santé qui représente. L'argument classique, hein, du Covid, vous le connaissez bien. Que font nos voisins? Argument tout pété, on s'en rappelle, hein, on s'offre aujourd'hui un petit moment de nostalgie, alors de triste nostalgie, mais rappelez-vous, hein, c'était sur le vaccin, c'était lequel? C'était pas le Johnson & Johnson, c'était celui qui avait été interdit, Suède et Danemark, je crois, et dans la foulée, l'Allemagne avait décidé de le suspendre dans un premier temps, et la France, magiquement, hein, 1 heure après, 2 heures après, avait dit « Ah non, ben, finalement, nous aussi ». Enfin bref, rappelez-vous de cette histoire, hein, pareil sur les mesures qui se mettaient en place à l'étranger. AstraZeneca, absolument. C'était le AstraZeneca, merci beaucoup dans le chat. C'était le AstraZeneca, où la France disait non, mais vous inquiétez pas, il y a des alertes, vous savez, les pays du Nord, à mon avis, le froid, ça gèle les neurones. Et l'Allemagne dit non, bon, effectivement, on va peut-être faire gaffe parce que, bon, au fond, on n'en sait rien. 1 heure après, entre 1 et 2 heures après, Macron qui déboule, oui, j'ai eu Angela au téléphone, ouais, hein. On va injecter autre chose pour l'instant. Du Fanta citron, du Sprite. Les chiffres sont les mêmes. Donc, rappelez-vous, hein, c'est toujours cette volonté de regarder par-delà nos frontières pour voir ce qui se faisait. Quand d'autres pays confinés, on faisait pareil. Parce que vous vous rendez compte, l'alerte dans les autres pays. Excusez-nous, la Suède n'a pas confiné. Ah, la Suède. Ah non. Faut pas regarder à l'étranger. La France forte, la France seule. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que cet élément de langage, c'est vraiment devenu un argument de rhétorique, hein, dans la bouche d'un membre du gouvernement. C'est pour justifier leurs erreurs, il faut regarder par-delà les frontières. On est au même niveau d'excuses en bois que le gamin qui déboule, qui a eu 4 sur 20, et qui dit à son daron « Ouais, mais en fait, tu comprends, le meilleur de la classe a eu 12. » Et là, c'est vrai qu'en tant que daron, tu vois rouge.
tu te dis, je préviens, je vais être vulgaire, c'est pas correct, mais tu dis le meilleur de la classe, avec respect, mais qu'il aille se faire enculer. Parce que toi, tu as eu 4, en fait, Dimitri. Et ce qui m'intéresse, c'est toi. Et le gouvernement fait ça, en fait. Le gouvernement fait ça, à dire, ouais, mais on est des nuls, on est des cancres, mais regardez, on est entouré de cancres. Donc finalement, ce serait quand même ballot d'essayer de se sortir de la mêlée. C'est un argument abrutissant. Parce que dans l'autre sens, on a Emmanuel Macron qui hier a fait tout un tweet. Comme je vous l'ai dit, je prenais l'exemple d'Emmanuel Macron qui est une sorte de mère maquerelle qui hier au sommet Choose France a vendu le cul de sa prostituée France. Et était tout content. Il a fait un fil de tweet dans la foulée en disant regardez, Ikea investit en France. Ah ben là, c'est marrant parce que là on regarde que la France. On ne dit pas où ces entreprises investissent ailleurs en disant ah ben, aussi chez nos voisins. Tu vois. Donc l'argument est tout pourri et le monsieur continue. Et alors, sur les projets de relocalisation de fabrication de médicaments, où en est-on? Est-ce qu'il y a des projets concrets qui il y a des projets concrets. Un projet qui est maintenant bien identifié, qui est le projet de séquence, qui est de remettre de la production de paracétamol en France. Ouais. Donc ça, c'est déjà en route. Maintenant, il faut voir dans quel contexte on se positionne pour ces relocalisations. Déjà, s'assurer quels sont les médicaments essentiels. Ça a été mon premier travail. Là, j'ai une première liste qui m'a été fournie par les différents scientifiques de 280 médicaments essentiels. Elle va être probablement un petit peu ajustée encore, un petit peu diminuée. Sur l'ensemble de ces médicaments, nous identifions tous les points de production, depuis la fabrication de la molécule jusqu'à la distribution dans la pharmacie. Et puis, les endroits où il y a des risques, des dangers, ce sont des molécules essentielles, eh bien, il y a une interrogation sur la relocalisation en France et en Europe de ces molécules. Ouais. C'est le travail que nous menons actuellement avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. C'est le travail que nous menons au niveau européen. Ça pourrait concerner plusieurs usines et combien d'emplois? Vous avez déjà un chiffre? Non, c'est trop tôt pour parler de cela, mais... Voilà, donc le mec te passe 40 secondes en t'expliquant, voilà, on va faire ça va être super précis. On travaille avec des scientifiques. Alors peut-être qu'ils sont spécialisés en pneus de bagnole, mais ils sont scientifiques. Donc t'as vu, il te dit pas qui, il te dit pas quoi. Ce sont des scientifiques. Hein. Et ils vont te donner les molécules essentielles. Tiens. Essentiel, non essentiel. On s'en rappelle. Voilà, donc toujours, tu sais, cette mise à l'étau de tout, en fait. T'as l'essentiel, t'as non essentiel. La vie comme un immense tableau Excel. La case, elle est verte ou elle est rouge. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de nuance. C'est essentiel, c'est non essentiel, tu vois. Et donc le journaliste fait son boulot, tu vois, c'est pas quand même le dernier des cons. Et il dit, oui, bon, du coup, en termes de chiffres et tout, ça, hein, la pub. Mais c'est pas vous qui décidez, monsieur Braun. Ah, ouais, bon, alors c'est vrai que pour les chiffres, là, tout de suite, on les a pas. C'est de la cagolerie. Une cagolerie terrible. Et on n'est qu'à 3 minutes 10, tu vois. J'ai déjà envie de foutre ma tête dans le mur. Si je fais référence à Choose France, qui était la réunion hier avec l'ensemble des entrepreneurs, eh bien, le domaine de la santé, c'est à peu près 1 milliard déjà d'investissements supplémentaires en France. Pfizer essentiellement, on en a parlé, mais aussi des laboratoires comme GSK ou Chiesi que j'ai pu rencontrer hier. On l'a dit aussi récemment, mais quand Pfizer investit 1 milliard en France, ils ont touché combien de l'Union européenne pour leur vaccin avec ces fameux 5 $ de surcoût? Et le mec te dit, Pfizer, ils sont quand même gentils. Hein. Ils ont margé à plus de 30 milliards de dollars sur 2022. C'est record historique, je veux dire, c'est un truc de fou. Mais ils mettent 1 milliard en France. C'est vraiment la piécette pour le clodo, tu vois. Et l'autre, il est content. Et d'ailleurs, je ne veux surtout pas je veux surtout pas manquer de respect à nos amis sans-abri. C'est pour la vanne, hein, qu'on soit d'accord. Mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Chacune de ces phrases peut vraiment faire l'objet d'une réflexion. C'est un truc de dingue. Qui vont réinvestir en France pour de la recherche, donc avec des emplois, demain pour de la production. Vous annoncez aussi aux investisseurs étrangers l'expérimentation accès direct pour les médicaments innovants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Parce que y a un problème parfois de confiance, quoi, bien sûr, avec tout ce qui est innovation, quoi. Ça fait avancer et en même temps ça pose un certain nombre de questions. Voilà, c'est pour ça que je mets en place un certain nombre de mesures qui vont faciliter l'accès aux médicaments très innovants. Je crois que c'est ça qui est important. Les Français doivent
pouvoir bénéficier de ces innovations comme nos voisins allemands ou comme d'autres pays. Cet accès direct permet à un industriel que son médicament soit distribué avant même ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais dès lors que les scientifiques ont jugé que le médicament avait un bénéfice important pour les patients, nous avons maintenant une procédure qui permet de le mettre très vite sur le marché et à disposition des Français. Sans aucun risque dans ces conditions. Alors ça les amis, je découvre avec vous cette séquence, je l'ai réservée pour la faire un vrai react avec vous. C'est une dinguerie ce qu'il vient de nous dire. C'est une dinguerie. Cette histoire d'accès direct, c'est des médicaments en phase de test qui vont pouvoir être mis sur le marché en France. Donc la prostitution définitive de la santé des Français. Et là, on ne parle plus seulement du vaccin Covid-19 avec l'argument de l'urgence. Le mec te dit tranquillement qu'il y aura des distributions de médicaments en accès direct. Donc, ça y est, on y est. On y est. Les autorisations de mise sur le marché, tu les ranges dans ton rectum. On réécoute, je découvre avec vous, sincèrement, je mime pas la stupéfaction. C'est une folie, ce qu'il vient d'annoncer. C'est une folie. L'accès aux médicaments très innovants, je crois que c'est ça qui est important. Les Français doivent pouvoir bénéficier de ces innovations comme nos voisins allemands ou comme d'autres pays. Cet accès direct permet à un industriel que son médicament soit distribué avant même ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais dès lors que les scientifiques ont jugé que le médicament avait un bénéfice important pour les patients, nous avons maintenant une procédure qui permet de le mettre très vite sur le marché et à disposition des Français. Sans aucun risque dans ces conditions. Mais quel enculé! Ouais, désolé pour l'insulte, je m'excuse pour l'insulte, mais c'est une dinguerie. Le mec ne sait même pas quels médicaments vont profiter de son accès direct à la con, et il te dit déjà qu'il n'y aura pas de danger. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et que nos amis fact-checkers, que je salue, viennent nous expliquer que là, c'est de l'anti-vax, je sais pas quoi. Là, on va parler de gélules, on va parler de pastilles, ça va être l'autoroute du médicament, et le mec ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans son putain d'accès direct, et te dit, ah ouais, c'est bon, ça va être comme ça. Ça va être... Non mais c'est un truc de ma boule. C'est un truc de ma boule. Sans déconner. C'est vraiment un truc de dingue. Sous l'avis, bien sûr, des autorités scientifiques qui nous confirment que ce médicament est efficace, n'a pas de danger, et apporte surtout quelque chose de plus par rapport aux médicaments qui existent. Oui, c'est ça. Parce que... La balance bénéfice-risque, le grand retour. C'est magnifique parce qu'il est en train de donner la preuve de tout le verbiage, de tout le discours médiatique qui était ce qu'on a vécu au moment du Covid, avec les autorités de santé savent ce qu'elles font, vous inquiétez pas. Il est en train de démontrer que tout ça ne sont que des éléments de langage qui servent, qui ont servi, servent et resserviront, alors qu'on ne sait même pas dans quel contexte, on ne sait même pas pourquoi, et le mec t'a dit déjà, mais vous inquiétez pas, les autorités de santé vont faire en sorte que ce sera sans risque. Mais frérot, déjà, tu prends un putain de Doliprane, tu regardes le mode d'emploi, l'espèce de truc, tu le déplies, on dirait le plan de Vesoul que tu as sur ta table. Même quelque chose qui peut sembler inoffensif a des effets secondaires. Une huile essentielle a des effets secondaires. L'huile essentielle de menthe poivrée déconseillée aux femmes enceintes. Et là, il te dit, il va y avoir des médicaments en phase de test, des trucs novateurs, et il n'y aura pas de danger. Mais chers amis, s'il y a des amis qui luttent contre le courant anti-vax, qui luttent contre tout ça aujourd'hui, on discute, on réfléchit vraiment ensemble, mais comment peut-on croire cela? Sérieusement, je veux bien qu'on reproche à plein de gens que ceux qui ne se sont pas fait vacciner sont des tueurs, sont ce que vous voulez. J'accepte les arguments de tout le monde, mais quand vous voyez ça, quand même, comment ça ne peut pas mettre la puce à l'oreille de dire mais ces gens-là déroulent un discours en bois pour vendre du médicament? Et comment peut-il dire en avance qu'il ne va pas y avoir, que ce sera sans danger? C'est absurde. Franchement, vous mangez trop de beurre, il peut y avoir des dangers pour votre santé. Et le mec te dit ça en avance. Faut arrêter les bêtises. Parce que vous savez, à travers la crise du Covid, il y a eu un certain nombre de questionnements. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête? Nicolas Dupont-Aignan disait une commission d'enquête parlementaire ou pas, mais sur les effets secondaires de la vaccination liée au Covid. Alors là, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Pour des questions de transparence. Il faut être transparent. Je pense que le milieu scientifique l'est totalement. Les patients qui ont été vaccinés sont suivis. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a aucune alerte par rapport aux dizaines de millions de personnes
qui ont été vaccinés. Sur des femmes, par exemple, des troubles menstruels et autres, quoi. Oui, ça a été signalé, ça. Oui, mais qui ne sont pas significatifs par rapport à l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées. Vous savez, on parle beaucoup de cette vaccination Covid. C'est une des vaccinations qui a été le plus utilisée dans le monde et pour laquelle on a le plus d'expérience. Oui. Depuis. Alors, la tuile. Et bon, là, je sais que si Rudy Rechtet regarde sa vidéo, le mieux, c'est que il coupe. Voilà. S'il y a Julien Pain et tout, il faut couper. Parce que en ce moment, je suis en train de lire cela. Vous en avez peut-être entendu parler, le livre de Pierre Chaillot sur le Covid-19, hein, Décoder l'écho, la chaîne Décoder l'écho que vous connaissez sûrement, que j'embrasse, que je salue, Pierre Chaillot, et que je vais avoir, j'espère, la chance de recevoir sur Juste Milieu. Je vais vous lire ce que j'ai lu ce matin dans le bus. Tu vois, j'ai mon marque-page qui est là. La page, elle est là. Donc, c'est tout frais. Hein. Donc, on a là le monsieur que vous venez de voir dans la télévision, c'est le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, donc il te dit oh, c'est pas significatif. Hein, globalement, on s'en bat les couilles. Et il le dit pas parce qu'il a une cravate, mais le fond, c'est ça. Je vous lis par exemple ce qu'on appelle. Alors, on parle des États-Unis, mais je peux vous donner la situation de la France après. Aux États-Unis, la situation est la même. Le Vaccine Adverse Events Reporting System, c'est de l'américain, propose de consulter de manière très transparente tous les effets indésirables remontés à la pharmacovigilance pour tous les vaccins depuis 1990. En 30 ans de vaccination hors vaccin Covid-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient ont été remontés à la pharmacovigilance américaine. En seulement 2 ans, et pour les seuls vaccins Covid-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Ces événements ont concerné 11 500 personnes décédées. La pharmacovigilance comptabilise les effets. Chaque patient pouvant présenter plusieurs effets, il importe de compter aussi le nombre de personnes concernées. Le silence autour de ce chiffre faramineux laisse pantois. Et François Braun te dit non, mais en fait, ça va. Par comparaison, en un an, je vous lis d'autres passages, hein. C'est le bouquin de Pierre Chaillot. Par comparaison, en 1 an et demi de vaccination Covid-19, nous approchons des 40 000 décès officiellement annoncés sur l'ensemble Europe et États-Unis. Jusqu'alors, quelques dizaines de décès suffisaient à stopper une campagne de vaccination. Et là, le ministre de la Santé vous dit non, mais... Alors, on va regarder ce qui se dit en France. Toujours le bouquin de Pierre Chaillot. En France, des enquêtes périodiques sont réalisées sur la base des déclarations à l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. Au 9 juin 2022, plus de 107 000 effets indésirables ont été remontés pour le seul vaccin Pfizer. Plus de 27 000 sont considérés graves et 1 500 ont été suivis du décès du patient. L'ANSM communique d'ailleurs des informations parcellaires, morcelées et sans accès direct aux données officielles. Ces chiffres-là, 1 500 donc, effets indésirables suivis du décès du patient, ce sont les chiffres de l'ANSM que M. François Braun citait juste avant comme gage de sécurité et de confiance. Et ce monsieur, François Braun, vous dit c'est pas significatif. Donc il y a 1 500 personnes décédées constatées par la NSM et c'est pas significatif. Donc on s'en branle. Voilà. Et on va du coup ouvrir le marché parce que tout va tellement bien qu'on va ouvrir le marché en accès direct. C'est hallucinant. Puis hier, justement, à propos du Covid, les soignants ou personnels non vaccinés peuvent réintégrer leur poste. Est-ce que vous avez eu des chiffres précis, d'ailleurs, à l'issue de cette première journée ? Non, pas encore, très clairement. Déjà, il était très difficile d'avoir des chiffres sur les personnes concernées. Vous savez, on dit soignants, en fait, ce sont les personnes du service public hospitalier. Dedans, il y a des soignants, il y a des non-soignants, il y a tout ce qu'on appelle les personnels techniques, qui sont indispensables au fonctionnement de l'hôpital. Globalement, c'était déjà assez peu. Les premiers chiffres que l'on avait il y a quelques mois, c'était de l'ordre de 0,3% de l'ensemble des effectifs. Quelques milliers, dont probablement à peu près la moitié seulement de soignants. Voilà, donc bien sûr, hein, il commence en te disant on ne sait pas, c'est difficile d'évaluer, mais 0,3%. Voilà. Dans le doute, tu prends le chiffre qui nourrit ton discours. Tu sais jamais en fait. Donc ce qui est quand même passionnant, c'est que les soignants non vaccinés, à la fois, c'est rien du tout, c'est bubule. C'est pot de zub, mais à la fois, c'est une menace absolue qui peut tuer la moitié du pays. Donc, il va falloir s'organiser, en fait. Je sais très bien que je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas primum non nocere, donc je n'ai pas les compétences nécessaires, mais c'est une simple question que je pose. Comment cette menace peut être aussi faible et aussi importante en même temps ? Est-ce qu'on est enfin dans la physique quantique ? Est-ce que François Braun est l'équivalent du chat de Schrödinger ? J'aimerais juste savoir comment on peut estimer ça. Je crois qu'il faut tourner la page de cette période Covid. La Haute Autorité de Santé a indiqué que la vaccination n'est plus obligatoire pour les soignants. Je l'avais interrogé d'ailleurs en juillet dernier à ce sujet. La loi de 2021 dit que dès lors que la Haute Autorité de Santé a émis cet avis, eh bien, il n'y a plus aucune raison de ne pas les réintégrer. J'ai donc fait appliquer la loi, ce qui est tout à fait normal.
J'ai envie de dire, passons à autre chose, comme l'a dit l'OMS, ce n'est plus une urgence de santé publique Oui, internationale. d'ailleurs, Voilà, donc on va faire une pause sur cette déclaration-là, qui est le plus grave, vraiment, le plus grave qu'on puisse entendre aujourd'hui. On a vécu pendant 2 ans et demi, et là, honnêtement, j'ai plus trop envie de faire des vannes. On va écouter la suite de l'entretien, mais on a vécu 2 ans et demi où le gouvernement mettait en place des messages de propagande, sous-entendant qu'une petite fille pouvait buter sa grand-mère si elle mettait pas le masque. Rappelez-vous ce spot où la petite fille, on voit la petite fille qui souffle la bougie de son gâteau d'anniversaire, et derrière apparaît en fondu sa grand-mère à l'hôpital avec un respirateur. On a été capable de ça. On a le professeur André Grimaldi dans le journal du dimanche qui signait une tribune pour demander s'il fallait soigner les non-vaccinés. On a ce monsieur Le Chypre qui a dit que lui, il aurait fait vacciner les gens de force, en fait, en allant les chercher avec la police. On a Thierry Moreau, on a des gens comme ça qui ont insulté des Français. On a Emmanuel Macron, le président, qui disait qu'il avait bien envie, d'ailleurs tel un caprice d'enfant terrible, il avait bien envie d'emmerder les non-vaccinés. On a le monde qui s'est mis au diapason de cette menace-là. On allait tous mourir. Pandémie générale. Et il faut tourner la page comme ça. Dire, mais ça n'est pas sérieux. C'est au-delà de sérieux. C'est que la place de ce monsieur et les 6 minutes 31 qu'on vient de voir, là où on en est, ce monsieur-là, dans une démocratie normale, devrait répondre de ses actes. Et d'ailleurs, tout le gouvernement devrait répondre de ses actes. A-t-on réellement mis en place un apartheid, au sens du terme, hein, là encore du dictionnaire, a-t-on mis en place un apartheid pour si peu, pour tourner la page 2 ans et demi après, alors que on nous avait expliqué que ça allait changer presque nos civilisations. Rappelez-vous quand l'eau était bleue à Venise et que des journalistes disaient « Oh, vous voyez, c'est le monde qui change avec le confinement, avec tout ça. La planète revient. Le monde a changé. Le monde d'après, le monde nouveau, tu vois. » Et on tourne la page. On tourne la page comme ça. Mais je ne vais pas faire dans la grandiloquence. Je ne vais pas faire mon André Malraux entre ici, François Braun. Mais là, par contre, il va falloir se calmer tout à fait rapidement. Ces gens-là ont détruit 2 ans et demi de la vie des enfants, de la vie des adolescents, de la vie des étudiants et la vie de nombreuses personnes. Aujourd'hui, combien de personnes ont des conséquences psychologiques suite au confinement, suite à des choses comme ça, suite à ce qu'elles ont vécu, l'absence de deuil, le livre formidable de Marie de Henzel à ce sujet-là, des gens qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères, à leur père, à leur mère. Et on leur dit, ouais, mais tu comprends, il faut tourner la page. Parce que finalement, l'OMS a dit, mais ta grand-mère, l'OMS, en fait. Ta grand-mère, l'OMS, parce que c'est le problème que pendant 2 ans et demi, vous vous êtes caché derrière des l'OMS a dit. C'est tout ça le problème. C'est qu'il y avait l'OMS et il y avait votre peuple que vous auriez pu aussi écouter, de savoir pourquoi, comment. La Suède l'a fait, d'autres pays l'ont fait. Les Suédois sont pas plus des abrutis qu'autre chose. Quand ils nous envoient Greta Thunberg, on est tous contents de se dénuder devant la messie de l'éolienne. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter les bêtises. Et là, on va peut-être que maintenant c'est l'excès du buzz, j'ai des problèmes d'ego. Peut-être qu'il y a des fact-checkers qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire mais comment ose-t-il? Il a du sang sur les mains, vous vous rendez compte? Ces mesures étaient nécessaires. C'était tellement nécessaire que 2 ans et demi après, on tourne la page en disant bref, tu sais, t'as cassé un carreau de ta cuisine, oh c'est pas grave, allez on le réparera. Mais tu vas réparer comment en fait? Vous allez réparer comment tous ces dégâts-là? Tous ces gens qui, encore aujourd'hui, et c'est la NSM qui le dit, je me base sur les chiffres de la NSM, qui reconnaît l'existence d'effets secondaires. Aux États-Unis, la même chose. Donc, non, ça n'est pas fini. Il y a encore des gens qui risquent d'avoir des problèmes de santé. Il y a encore des gens qui risquent de crever, du Covid ou des effets secondaires du vaccin. Qu'importe. D'ailleurs, si on va dans leur sens, c'est là, j'embrasse mes amis fact-checkers, si jamais vous êtes là, mais si on va dans le sens du gouvernement, qui nous dit attention, il faut faire la 4e, la 5e, la 6e dose, parce que le virus est toujours là, le virus est toujours parmi nous. Regardez comme ça les petites pubs qui sont à droite à gauche, il faut les vendre les vaccins, il faut les écouler. Mais si François Braun a dit on tourne la page, qui est l'anti-vax dans l'histoire? Parce que en fait, qui est en train de nier l'existence même du virus? Comment on peut tourner la page d'une menace qui est encore parmi nous? Donc rien ne va dans ce truc-là. C'est la on est vraiment dans l'image, dans la lâcheté dans ce qu'elle a de plus pur. C'est vraiment, là on est dans la lâcheté chimiquement pure. C'est-à-dire celui qui a contribué à une escroquerie, à une crasse, à une violence, à quelque chose comme ça,
et qui part le plus vite possible en disant non, mais c'est bon. Et en mettant d'autres gens comme ça. Non, mais c'est bon, c'est fini, tu vois. C'est vraiment, je cause un accident de la route et délit de fuite, tu vois. François Braun et par lui tous les autres, hein, par son intermédiaire tous les autres, fait un délit de fuite peut-être, et la justice nous le dira bientôt, des enquêtes seront en cours. On en parlera peut-être dans 10 ans, comme on parle aujourd'hui du scandale du sang contaminé, enfin du coup, voire dans 30 ans ou 40 ans. On en reparlera de cette affaire-là. Et ils seront où, ces gens-là? Ils seront où? Ils seront diplomates, je sais pas où, à droite, à gauche, peut-être même qu'ils seront morts d'ici là. Au bout d'un moment, n'attendons pas, en fait. N'attendons pas, parce que ce gars-là ne peut pas s'en sortir avec un il faut tourner la page. Enfin, c'est pas concevable. C'est pas concevable. Donc, on est peut-être au lendemain d'un des plus gros scandales sanitaires de tous les temps. Je dis peut-être, tu vois, toujours. On verra. Mais qui payera? Juridiquement, j'entends. Pas en cour martiale non plus, mais c'est hallucinant. Et ce monsieur-là, se comportant comme une ordure, je ne parle pas de l'homme, se comportant comme une ordure lâche, vous dit ouais, mais il faut tourner la page. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, le Covid n'est plus une urgence en fait aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a des soignants vaccinés positifs qui peuvent travailler, quoi. Oui, alors on a beaucoup discuté autour de tout ça, en fait. Des gens qui étaient positifs, qu'on forçait à venir travailler pendant les vagues d'épidémie. C'est faux, on ne les a jamais forcés. Non, mais aujourd'hui, je parle mais maintenant. Aujourd'hui, oui. Alors, il faut appliquer les gestes barrières, a fortiori lorsqu'on est en comme contact du gel de patients devant fragiles. vous, là, hein, voilà. Du gel, le masque quand on est dans les services hospitaliers, c'est tout à fait normal. Oui. Donc, le Covid, c'est un rhume, c'est devenu un rhume. Alors, c'est un rhume qui, comme la grippe, tue encore. Je crois qu'il faut quand même garder ça présent à l'esprit, ça tue encore. Tout ça pour ça, putain. Michel Simès, qu'on a défoncé tous les gens qui disaient ouais, mais le Covid, c'est pas si grave que ça. 2 ans et demi après, non, mais en fait, c'est un rhume. Le ministre de la Santé français qui vous dit ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on pointe du doigt les complotistes, tout ce que vous voulez, parce qu'ils minimisent la gravité du Covid-19. Tout ça pour que le ministre de la Santé en arrive à la même conclusion. Mais putain, cette interview, symboliquement, c'est la chute du rideau. C'est la chute du rideau sur le théâtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et j'en suis sûr que si, de la puissance de ce que ce monsieur-là est en train de dire. Il déboîte, il fait tomber le rideau sur le théâtre, quoi. Il en arrive aux mêmes conclusions que tous ceux qu'on a hésité à mettre en prison, par moments, si on les poussait un petit peu. Tous ceux qui doutaient, tout ça. Mais c'est hallucinant. Les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées. Il faut continuer à être prudent, il faut continuer à protéger les personnes les plus fragiles, donc à les vacciner. Oui, l'hôpital, le président promet de désengorger les urgences d'ici à 2024. Il y a un peu de boulot quand même, hein. Concrètement, comment peut-on faire? Ou hocher de la tête en disant non, c'est possible. Oui, non seulement c'est possible, mais c'est une promesse qui sera tenue. Vous savez, les urgences, c'est un domaine que je connais bien sûr bien. Le problème des urgences est à 2 niveaux essentiellement. C'est les gens qui arrivent aux urgences et qui pourraient être pris en charge ailleurs, et puis les gens qui doivent être hospitalisés à partir des urgences et pour lesquels on ne trouve pas de lit disponible. Alors il y a 2 solutions, si je veux schématiser. La première, c'est la mise en place des services d'accès aux soins, donc l'évolution du SAMU un petit peu, qui se complète avec la médecine générale. Donc le 15, vous avez un problème de santé aiguë, votre médecin traitant n'est pas disponible, vous faites le 15. Faites le 15, on va vous trouver la solution la plus adaptée à votre cas, qui la plupart du temps ne sera pas d'aller aux urgences. Et d'ailleurs, les mesures que j'avais prises cet été en ce sens, pour la première fois l'été dernier, donc, il y a eu une diminution du nombre de passages aux urgences. Donc on voit bien que cela est possible. Il faut renforcer ces services d'accès aux soins, principalement par une grande campagne que j'ai lancée hier de recrutement des assistants de régulation médicaux. C'est un métier qui est mal connu et qui est essentiel. Oui, on va arriver là à l'été. Vous êtes confiant justement pour les urgences cet été et puis les systèmes que vous avez mis en place? Vous savez, je dois être vigilant avant d'être conscient. Ouais. Il faut absolument donner tous les moyens. Notre hôpital est en difficulté d'une façon générale. Il est de ma mission de donner les moyens nécessaires pour prendre en charge les patients. Alors, depuis que vous êtes à la tête du ministère de la Santé, combien avez-vous pu investir précisément dans l'hôpital ? Alors, depuis juillet dernier, 6 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital que j'ai pu mettre pour cette réorganisation de l'hôpital qui est nécessaire, qui va se poursuivre. Le président de la République s'est engagé sur l'hôpital, sur le suivi des carrières, sur la refonte du financement de l'hôpital. Ce sont des gros travaux qui sont en cours. Oui, alors ces 6 milliards, ils passent où précisément pour que les Français voient cette différence, quoi ? Ces 6 milliards, ils ont été dans la meilleure valorisation des
du travail de nuit, travail de nuit et de week-end. Vous savez, c'est particulièrement pénible. Plus beaucoup de métiers qui travaillent la nuit et le week-end, il y en a encore, bien évidemment, mais il y en a plus tant que ça. Et puis les métiers du soin sont des métiers où on peut pas faire de télétravail. Hein. Je crois que ça semble évident, mais il est bon de le rappeler. Ça a été aussi. Non, on ne fait pas du télétravail, mais on peut faire de la téléconsultation. C'est ce qui se développe beaucoup, quoi. Exactement. Alors voilà, là, on ouvre une page et j'annonce dans la journée la nouvelle feuille de route du numérique en santé. C'est-à-dire qu'on a eu une première feuille de route qui nous a permis de rattraper notre retard en On est sur du blabla clair. De toute façon, l'essentiel a été dit, les amis. C'est ça y est, le rideau tombe sur la scène et de la bouche du ministre de la Santé. Donc, c'est pas le responsable d'une agence à la con de je sais pas quoi, de bidule, de machin. Le rideau est en train de tomber sur la scène. On est parti au tout début, de gens qui disaient, ne sachant pas vraiment d'ailleurs, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher, et vous savez, sur Juste Milieu, on a toujours été d'accord là-dessus, au tout début, quand on ne savait pas, quand l'épidémie venait de se déclarer, les gens qui disaient « c'est rien, ne vous inquiétez pas » n'avaient pas plus d'éléments que ceux qui disaient « c'est extrêmement grave, on va tous mourir ». Donc j'aime bien, vous savez, dans certaines situations, renvoyer un petit peu tout le monde dos à dos, et là on est là-dessus. En tout cas, ceux qui à ce moment-là minimisaient en disant « c'est qu'une grippette, c'est qu'un rhume », on dit « vous êtes des complotistes, et vous avez du sang sur les mains, et vous allez tuer les gens ». Puis après, le vaccin est apparu, qui était le Saint Graal. Le Saint Graal qui marche tellement bien qu'au bout de 5 doses, il faut toujours en faire 6, et ainsi de suite. Donc, on a eu tout ça, avec la violence qui s'est déchaînée, qu'on connaît, violence symbolique, et pas que. De gens qu'on a forcés, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai fait mon petit laïus, mon petit coup de gueule, je me suis calmé. Mais tout ça pour en arriver au ministre de la Santé qui, ce 16 mai 2023, et je ne veux pas faire de fausse grandiloquence, je l'ai déjà dit, mais ce 16 mai 2023, le mec déboule et dit, mais ouais, effectivement, c'est qu'un rhume. Comme une bonne blague, vous savez, comme une bonne chute. Et là, à la fin, le mec, il l'encule. Non, mais en fait, non, en fait. Et c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, les amis. Mais là, vraiment, je crois que ce jour, je vais le marquer d'une pierre blanche, non seulement parce que je vais chez le coiffeur, et ensuite parce que on a un aveu extrêmement symbolique de cette mascarade désormais officielle. Alors, je vois dans le chat, on me dit Rémi, ne te mets pas à dos de ceux qui avaient raison et tout ça. Vous connaissez ma ligne là-dessus, les amis. Pour moi, on ne peut pas avoir raison a priori. C'est-à-dire qu'au tout début de la crise, et je ne varierai pas aujourd'hui, ce qui n'enlève pas la gravité de cette déclaration, pour moi, au tout début, quand se renvoyaient à la tête les gens qui étaient contre et qui disaient c'est grave, c'est pas grave, à ce moment-là, on ne savait pas. Parce que si derrière, il y avait eu 15 millions de morts en France, eh ben, il y aurait eu, ça aurait été l'autre camp, si tant est qu'il y ait des camps, ça aurait été l'autre camp qui aurait gagné. Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir raison a priori. Au mieux, on peut faire des prédictions, on peut faire des hypothèses, faire des imaginations, mais personne ne pouvait avoir raison. Ce qui rendait cette bataille débile, c'est les gens auraient pu se mettre autour d'une table en disant « bon, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. Attention, on va voir. Avançons étape par étape, doutons. » Dubitationnisme, vous le savez, mais avançons pas à pas. Donc dès le départ, c'était absurde. Mais par contre, il y a un camp qui l'a emporté. Et ce camp qui l'a emporté, c'est celui qui luttait contre les complotistes, qui minimisait la gravité de tout ça. Le vaccin va nous sauver la vie. Les non-vaccinés sont des connards qu'il faut mettre en prison, des séditieux, des factieux. Tout ça pour ça. Pour que le ministre de la Santé dise, finalement, on a lutté contre un rhume. Et la France est devenue cet état autoritaire et sanitaire pour un rhume. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant et c'est un aveu qui doit circuler. Je veux dire, là aujourd'hui, quittons nos guerres de chapelle. C'est terminé. La bagarre est terminée. Je veux dire, ceux qui ont été même dans la minimisation la plus extrême, je ne veux pas parler de complotisme, ça me saoule ces cases à la con. Ceux qui ont été dans la minimisation la plus extrême, qui ont rejeté le vaccin contre bidule. De l'autre côté, ceux qui ont été à fond dans le vaccin, qui ont tout fait ce qu'on leur a dit, parce que de toute façon, il y avait une telle propagande. Au bout d'un moment, ça y est, c'est fini. Ça ne sert à rien de se mettre sur la gueule entre citoyens. On a compris que le diviser pour mieux régner était le nouvel apanage du gouvernement. Donc arrêtons ça maintenant, ça ne sert à rien. Que les désignés complotistes acceptent les désignés pro-vax et vice-versa. Vous voyez bien, quand François Braun dit tout ça n'est qu'un rhume, il chie à la gueule de tout le monde. Pardonnez-moi l'image, hein, mais on est dans la médecine. C'est-à-dire que ceux qui ont tout fait bien, on leur a dit, les citoyens qui ont dit c'est grave, c'est important, je vais me faire vacciner, et ceux qui ont dit non, j'en ai rien à cirer, je ne me fais pas vacciner, en disant de toute façon c'est un rhume, tout le monde s'est trompé. Donc c'est pour ça que je vous dis arrêtons les guerres de clochers. Tout le monde s'est planté, tout le monde s'est fait baiser.
Je suis désolé, mais cette déclaration, c'est ce qu'elle veut dire. C'est vraiment ce qu'elle veut dire. Donc, arrêtons ces guerres de clochers, diffusons cela le plus possible parce que c'est un aveu terrible qui renvoie tous les Français dos à dos. Ceux qu'on a pointés du doigt et ceux qu'on a encouragés. Parce que finalement, tout le monde s'est fait avoir pour des raisons différentes, pour un rhume. Comme il le dit, pour un rhume. Et c'est pas le vaccin. Qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais tu comprends, la vaccination fait que c'est moins grave. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la vaccination qui a transformé le virus en un rhume, parce que la couverture vaccinale est telle qu'aujourd'hui, c'est un rhume. Le rhume vient tous les ans, tous les gens, il y a des gens enrhumés, et ça continue. Donc, par pitié, qu'on m'épargne l'argument du c'est parce qu'il y a le vaccin que c'est si peu grave comme le rhume ou la grippe. Il parle également de la grippe. On a aussi un vaccin contre la grippe, et la grippe, selon les années, tue aussi beaucoup de gens, d'ailleurs. Parfois beaucoup, selon les années. Donc, c'est un truc de zinzin, cette déclaration renvoie tout le monde dos à dos, et tout le monde s'est fait avoir dans cette mascarade. Donc, les amis, je me suis emballé, mais vous le savez, c'est complètement fou, et je vous avoue, on va aller à la quête du buzz. On va être très clair. Je vais être très clair avec vous, les copains. Je vais raccrocher le Twitch un petit peu plus tôt que prévu. On va couper cet extrait. Je vais essayer de le mettre en ligne d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Que ça aille assez vite. Parce que j'ai découvert ça avec vous. Et honnêtement, ça me fout hors de moi. Et je pense qu'il y a une vidéo. C'est pas une question de on avait raison et tout. Vous savez, c'est pas le genre de la maison, on s'en fout. C'est pas question de ça. Mais c'est juste que cet élément est fondamental. On est en train d'avoir la clé du polar et il faut la diffuser. Comme je vous l'ai dit, tout le monde s'est fait baiser. Donc arrêtons les histoires de on vous l'avait bien dit ou je sais pas quoi. Le ministre de la Santé reconnaît tout ça aujourd'hui. C'est absolument scandaleux. Donc je vais couper l'extrait à toute vitesse. Et vous allez voir, Edouard a fait une miniature qui est magnifique. Je vous dis rien, elle est sublime. On coupe l'extrait à toute vitesse et je compte sur vous, les copains, si vous avez envie de filer un petit coup de patte, vous relayez au max, vous relayez à fond sur les réseaux sociaux. Voilà, on va essayer de jouer le buzz, mais pour la bonne raison, toujours. Hein, plus ça, bon, ça fait pas de mal, hein, si on peut faire 15 milliards de vues, moi je suis chaud. Donc j'y vais tout de suite, je me mets au boulot avant de me sauver pour le coiffeur. Merci à vous, les copains, d'avoir été là. C'est un truc de fou, hein, vous êtes 640. Plus ça va, plus ça augmente, on fait tomber les records. Donc un grand merci à vous, les copains. Et puis demain, rendez-vous pour la farce tranquille et le Juste Bistrot. Il y en aura un, bien évidemment, demain, 16h45, les copains. Merci à vous d'avoir été là. J'y vais à toute vitesse. Je compte sur vous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'ici 20 minutes, une demi-heure. Je vous embrasse. Excellente soirée. Vive la rigolade. Vive la France.